Préhistorique, le podcast qui démêle les idées reçues sur la préhistoire. Présenté par Mathilde Lépine et Alexis Angéli. Animé par TMDJC. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'univers de Préhistorique, le podcast de Préhistory Travel. Aujourd'hui, nous sommes réunis tous les trois pour vous parler à nouveau d'un sujet fantastique. On essaye dans cette émission de vous sélectionner des sujets qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui, vous l'aurez compris, touchent à la préhistoire. Et alors, qui c'est tous les trois, c'est TMDJC derrière le micro. Et c'est également Alexia. Alexia, bonjour. Et bonjour à tous, bonjour TMDJC. Tu vas bien ? Et oui, je suis super contente de revenir pour ce numéro qui, je pense, va surprendre plus d'une personne. C'est exactement ce que je pense également. Et tu n'es pas toute seule parce que tu es avec Mathilde. Mathilde, bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, ça va, très bien. C'est la rentrée, ça y est. C'est officiellement la rentrée en plus, parce que nous, on enregistre au mois de septembre cette émission. On va essayer de la diffuser assez vite. Le sujet que vous m'avez soumis aujourd'hui est un paradoxe. Et moi, j'aime bien les paradoxes. Vous ne le savez pas forcément, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en discuter tous les trois, mais moi, je suis quelqu'un qui apprécie vraiment beaucoup les paradoxes. Et là, on est sur un paradoxe assez particulier, parce qu'on est sur un paradoxe qui nous touche de très près, en tout cas vraiment de très près, au moins 50% de la population, mais de très près tout court. Et là, on va parler obstétrical. Alors, qui m'a proposé ce sujet et pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui ? Alors, je crois que c'est moi qui ai proposé le sujet en premier, même si c'est quelque chose dont on discute depuis assez longtemps avec Alexia, car ça nous fascine un petit peu. Et pourquoi le paradoxe obstétrical ? Parce qu'on en a marre, en fait, d'entendre dire que le bassin des femmes Homo sapiens est adapté à l'accouchement. Puisqu'en fait, d'un point de vue paléanthropologique, ce n'est pas vrai. Et du coup, on s'est dit, aujourd'hui, on va de nouveau mettre un coup de pied dans la fourmilière et pour dire que non, une fois encore, c'est une idée reçue. Alors, la première question là, qui me semble évidente, c'est déjà, est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que le paradoxe obstétrical ? Pourquoi est-ce qu'on parle de paradoxe ici ? En fait, le paradoxe obstétrical, faut repartir un petit peu en arrière pour le comprendre. Comme vous le savez, une des caractéristiques de la lignée humaine, c'est la bipédie. Sauf que pour être bipède, il a fallu des adaptations au niveau de notre squelette et notamment un resserrement de notre bassin. Voilà, c'est une question tout simplement d'équilibre, je dirais. Sauf que quand il y a un resserrement du bassin, le problème, c'est que tout de suite, ça a un impact sur l'accouchement, vous l'aurez compris. Et à l'inverse, on a plutôt une encéphalisation, une taille du crâne, du cerveau qui a tendance à augmenter depuis quelques millions d'années. Vous commencez à voir où je veux en venir. Donc bon, vous savez les jeux où on met les ronds dans les triangles, les carrés, etc. Donc mettez une tête qui devient de plus en plus grosse avec un bassin qui lui a dû se raccourcir, être plus étroit pour être optimisé pour la bipédie et vous comprenez très aisément ce qu'est le paradoxe obstétrical, comment on fait passer un bébé avec une tête plus grosse dans un bassin qui lui est plus petit. Alors, c'est assez magique en fait ce que tu es en train de dire parce que moi bêtement pour l'accouchement j'ai eu la chance d'en vivre un dans ma vie, alors pas moi en tant qu'être humain directement mais d'être dans la même salle d'une personne qui était en train d'accoucher et c'est vraiment une expérience absolument dingue, mais c'est moi le premier truc qui basiquement en fait qui me vient, c'est le fait que effectivement les personnes qui ont un vagin se retrouvent avec effectivement ce devoir de faire passer effectivement la tête à travers ce fameux vagin, mais je pensais pas à l'aspect réellement du bassin. Pour moi, c'était juste, voilà, il y a quelque chose à faire passer dans un trou, vraiment pour appeler un chat, et j'étais plus dans ça doit pas être simple de faire passer ça, mais pas la problématique du bassin. Et là, toi, tu me parles d'une adaptation de bassin. Mais c'est quoi une adaptation ? Enfin, pourquoi est-ce qu'on parle d'adaptation et qu'est-ce qui fait qu'on ait eu à s'adapter ? Alors déjà, en biologie évolutive, l'adaptation, un caractère est dit adapté si et uniquement si il y a eu une sélection pour ce caractère. Et donc ici, en fait, on veut dire que le bassin n'est pas adapté à l'accouchement parce qu'il aurait été adapté pour quelque chose d'autre avant. Le bassin a d'abord été adapté, a d'abord été sélectionné pour la bipédie.
Et ensuite, s'est posé le problème dont a parlé Alexia de l'encéphalisation. C'est-à-dire qu'en fait, on était déjà engagé dans cette voie de la bipédie quand d'un seul coup, façon de parler, puisque ça a quand même mis un certain temps du point de vue de l'évolution, mais la taille du crâne a commencé à augmenter. Mais ça s'est fait après. Et en fait, du coup, là, on s'est retrouvé coincé. Comment on fait, du coup ? Comment on fait pour à la fois coincé avoir littéralement, là, en plus. Coincé, littéralement. Comment on fait pour avoir un bassin qui est à la fois adapté à la bipédie, donc c'est-à-dire, comme l'a dit Alexia, qui est plutôt raccourci, pour pouvoir supporter les forces de compression et tout le poids du corps qui désormais repose sur notre bassin, et comment faire en même temps pour pouvoir donner naissance à des individus qui à la fois vont survivre, mais en même temps faire en sorte que la mère survive. Puisqu'il faut un canal pelvien qui est normalement large pour qu'un accouchement se passe sans encombre et sans danger pour la mère et l'enfant. Et là, actuellement, chez Homo sapiens, on n'a pas ça. Ce qui fait qu'en fait, l'accouchement chez la femme Homo sapiens est particulièrement dangereux parmi les primates. C'est l'un des plus dangereux, en fait. Mais c'est fou, c'est absolument dingue ce que vous êtes en train de me dire. Parce qu'en fait, donc, là si je vous suis, là, bon, puisqu'on parle de primates, donc chez les autres primates, là, on est vraiment dans des cas de figure où l'accouchement se passe sans encombre, parce que la taille du crâne n'est pas la même, parce que le bassin n'est pas du tout fait de la même façon, parce qu'on n'est pas sur un système bipède. Et donc, en fait, on subit finalement ce privilège d'être bipède. Oui. C'est tout à fait ça. En fait, pour juste donner par exemple un chiffre, c'est que les femmes Homo sapiens donnent en moyenne naissance à un enfant qui représente environ 6% de la masse de la mère. Ce qui est énorme. Et ça, c'est dû à l'encéphalisation. Alors qu'en même temps, on a un bassin qui est plus étroit. Alors que les femelles chimpanzés, elles donnent naissance à un enfant qui fait en moyenne 3% de la masse des femelles. Donc déjà, c'est divisé par 2. Et les femelles chimpanzés ont un bassin qui est allongé, il est dit en extension, parce qu'elles n'ont pas cette pression pour être bipèdes. Ce qui fait qu'en fait, c'est beaucoup plus facile à faire passer. En fait, parmi les primates, on est vraiment la seule espèce à ce que ce soit aussi dangereux. Et par exemple, on est la seule espèce où la femelle, a besoin d'aide pour accoucher. En fait, je repense à toutes les fois où j'ai entendu, alors c'est pas du tout pour taper sur les hommes, hein, mais où j'ai entendu des hommes dire ouais, enfin bon, l'accouchement, enfin ça se fait naturellement dans la nature, les femmes et les chochottes, tout ça, en fait, non, on n'est pas du tout dans cette. Non mais c'est super intéressant ce que vous êtes en train de me dire. Le 6%, mais c'est énorme. C'est énorme. Alors qu'en même temps, on a une réduction presque de moitié aussi quand on compare un bassin de chimpanzé à celui d'une femme Homo sapiens en termes de longueur. Il y a vraiment une différence aussi qui est énorme. Ah, c'est flagrant. Hein. Si là, amusez-vous, prenez votre téléphone et tapez bassin chimpanzé os sur Google. Et ensuite, vous faites la même chose pour bassin Homo sapiens. Je pense que vous allez vite comprendre qu'on n'est pas fait pareil. C'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on mette en vignette. D'ailleurs, on va peut-être vous mettre ça parce que, oui, d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que les podcasts sont entièrement chapitrés. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez un doute, à jeter un œil sur nos vignettes parce qu'on essaie de faire des choses qui sont raccords. Là, pour suivre en fait notre conversation, là vous m'expliquez du coup que c'est dangereux finalement, mais qu'est-ce qui rend l'accouchement réellement dangereux pour l'Homo sapiens ? En fait, c'est un processus qui est assez long, l'accouchement chez Homo sapiens, du fait justement qu'il y ait cette réduction du bassin. On a un canal pelvien qui est vraiment extrêmement étroit et donc le bébé va faire un mouvement de rotation pour essayer de passer dans ce canal qui s'est resserré. Donc ça aussi, hein, c'est spécifique à notre espèce et ça se joue au millimètre, hein, le passage. Donc faut pas se dire que c'est quelque chose qui est simple pour le bébé non plus, l'accouchement. Oui. Je suis vraiment en train de vraiment. Et puis là, il y a plein d'images de cours de SVT qui reviennent de choses comme ça. En fait, et ça arrive à passer comme ça aussi. Là, tu m'arrêtes si je suis en train de dire une énormité, mais parce que le crâne est encore souple du bébé, parce que, enfin voilà, en fait, oui. Tu parles du fait que ce soit pas simple pour le bébé, mais c'est effectivement pour les deux. T'as le côté. Je crois en plus, pareil, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais qui au moment où la femelle tombe enceinte chez Homo sapiens, le bassin s'ouvre un peu, si je dis pas de bêtises. Il y a une évolution où ça se fait pendant l'accouchement, où il n'y a pas un moment donné où justement on est capable de dire oui, cette femelle a accouché si on regarde le squelette et alors ça on est capable de le dire, mais pas parce que le bassin s'est élargi, mais parce qu'il y a des stries sur les os qui sont caractéristiques d'un accouchement.
D'accord. Si tu peux m'expliquer, du coup, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, ça a forcé, donc ça a tellement forcé que ça laisse des marques permanentes sur les os. D'accord. Donc en fait, le bassin s'élargit pas. Il peut s'élargir un tout petit peu, mais c'est pas significatif pour dire que ça facilite la parturition. D'accord. C'est plus au niveau musculaire, ligaments, etc., qu'il y a un relâchement, en fait. Oui. Mais ça, je le savais, parce que je sais après qu'il y a un travail du coup où on doit retravailler le périnée, tout ça. Ça, je l'entends parfaitement, mais je pensais, tu vois, très naïvement qu'il y avait aussi, que les os évoluaient pour justement offrir un meilleur passage. Donc je dis vraiment n'importe quoi. J'apprends une fois de plus plein de trucs avec vous deux. Mais ce que tu as dit par contre sur les os, effectivement, c'est une des adaptations qui ont été, on va dire, trouvées, même si j'aime pas ce mot, par la nature, pour aider justement ce bébé à passer. Alors il y en a plusieurs, des adaptations en réalité qui ont été trouvées. Il y a ces os, mais le fait aussi que nos enfants naissent assez immatures par rapport à d'autres espèces. Très immatures. Ouais, très immatures. Quand vous comparez un nouveau-né d'un primate non humain, par exemple, comparé à un nouveau-né Homo sapiens, un nouveau-né Homo sapiens ne sait absolument rien faire en comparaison des autres primates où ils vont déjà être capables de se mouvoir, de s'accrocher à leur mère. Un bébé Homo sapiens n'a pas de locomotion. Au niveau de ses sens, c'est pas complètement développé. Et il faut savoir aussi qu'un bébé Homo sapiens naît avec seulement un quart. Enfin, il n'y a que un quart de son cerveau. Enfin, son cerveau fait que un quart de sa taille adulte. Oui, dit comme ça a plus de sens. Oui. Alors que chez les autres primates non humains, le cerveau a déjà entre 50% et 70% de sa taille adulte. Donc ça, c'est aussi une solution trouvée. Énorme, parce qu'en fait, si on dépasse le quart de la taille adulte... Ça passe plus. Ça passe plus. Et là, on a le phénomène de disproportion photopelvienne, qui est l'un des phénomènes les plus dangereux pour la femme, c'est-à-dire que le crâne du fœtus dépasse le diamètre du canal pelvien. Et donc, ça ne peut plus passer par voie naturelle. On est obligé d'avoir recours à une césarienne. À la césarienne, d'accord. Oui, là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si jamais finalement la femelle gardait l'enfant plus longtemps dans son ventre, 10 mois par exemple, je dis n'importe quoi, la difficulté, c'est que ça pourrait plus passer physiquement. Ça pourrait plus passer. Ah oui. Mais en plus, c'est même plus compliqué que ça, parce que si on part de ce principe-là, on pourrait se dire, pourquoi est-ce que les enfants Homo sapiens naissent pas encore plus immatures à un moment où le crâne il est encore plus petit, et du coup ça passerait encore plus facilement, puisque là c'est quand même juste. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a une autre pression de sélection qui est venue s'exercer, c'est que si un enfant Homo sapiens naît de façon trop prématurée, on le voit aujourd'hui, il n'est pas viable. Ça va poser de gros problèmes au niveau de son développement à la fois physique, mais aussi cognitif, et il risque de ne pas survivre. Donc en fait, cette espèce, c'est encore un compromis entre on est de façon prématurée, mais pas trop, pour pouvoir quand même, que ça fonctionne dans les deux cas. Mais je sors très légèrement du cadre de ce qu'on est en train de dire, mais parce qu'il y a une question là qui me vient. Là, aujourd'hui, même si on pourrait discourir sur la manière dont on impose l'accouchement aux femelles Homo sapiens, et ce, de manière grandement générale dans le monde, parce que c'est vrai qu'il y a une uniformisation qui est en train de se faire sur la manière dont les femmes devraient accoucher. Alors, je dis les femmes, j'entendais vraiment les femelles, je ne genre pas mon propos ici, mais là, moi, je remonte dans le passé. Je suppose que ça fait un bout de temps finalement que Homo sapiens est proche de ce qu'on est aujourd'hui, mais ça devait être terrible en fait les accouchements auparavant. On sait que d'un point de vue historique, on a des traces écrites, des sources qui disent que effectivement la mortalité en couche a des périodes avant ce qu'on appelle la période obstétrique, donc là où il y a des soins médicalisés qui se sont développés, était extrêmement forte. Par exemple, dans l'Europe au XVIIe et XVIIIe siècle, un quart des décès des femmes étaient dus à des problèmes suite à un accouchement. Wow. Et du coup, un quart, ça représente à peu près 1,3% de risque de mourir pour une femme. Donc, ce qui en soi n'est pas forcément beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque, les femmes multipliaient les accouchements parce qu'il y avait également le problème de mortalité infantile. Et donc, quand vous avez en moyenne entre 5 et 7 accouchements... Puis de contraception, en plus. Oui, en plus, c'est vrai que j'en parle pas, mais et effectivement, ça fait qu'en moyenne, les femmes avaient entre 8 et 11% de risque de mourir en couche. Simplement en couche, rien qu'en donnant, donnant naissance. Et c'est sûrement des chiffres qui sont sous-estimés, en fait. Mais encore aujourd'hui, la mortalité durant l'accouchement, c'est une des causes les plus importantes de mortalité des femmes dans le monde, encore actuellement. Les estimations de la mortalité directement liées du coup à des accouchements dystociques, c'est 42 000 cas par an. Et donc, ça représente en moyenne 115 femmes par jour qui meurent
à cause de ça. Je trouve ça sachant que complètement fou. Ouais. C'est sous-estimé. En plus, c'est seulement pour les causes dystopiques. Puisqu'en fait, si on prend toutes les autres causes, c'est 800 femmes par jour qui sont mortes en 2020 d'après l'Organisation mondiale de la santé. Donc même là aujourd'hui, en fait, vous me dites, parce que là, moi, j'étais dans mon truc du passé. On fait une petite dédicace à Fanny et sa chaîne Passons médiéviste. Mais moi, je me dis, voilà, quand tu as un cumul de mandats où effectivement, on a très peu de connaissances médicales, on a très peu de connaissances même du système reproductif, c'est-à-dire que les gens sont aussi ont moins de connaissances, de savoir c'est parce que le spermatozoïde rencontre un ovule qu'il va se passer un truc, donc on fait moins gaffe. Le fait que une femelle homo sapiens soit fertile quand même souvent dans l'année, ça faisait un nombre de possibilités de tomber enceinte absolument énorme. Mais là, toi, tu reviens dans le présent et tu me dis, même là aujourd'hui, tu me parles, je trouve ça dingue. Hein. On est loin des remarques et des idées que c'est notamment lié aux problèmes sanitaires. Il y a même une étude qui a été menée en Afrique de l'Ouest entre 1994 et 1996 sur 66 décès donc, de femmes. 55 étaient dus à des causes obstétriques au moment de... Ouais. Et il faut préciser que ces 66 femmes étaient en milieu hospitalier. Oui. Donc c'était vraiment pour estimer la part de est-ce qu'elles sont mortes dues à des infections ou quoi, parce que c'est souvent ce qui est avancé. Alors que non, là, c'était vraiment problème obstétrique, donc problème de disproportion photopelvienne. Le fœtus n'était pas capable de passer par le bassin. C'est pas sanitaire, quoi. Parce que c'est vraiment, même nous, hein, sur notre chaîne TikTok, c'est des choses qu'on nous a dit. Oui. Ah non, mais c'est souvent à cause des infections, etc., les décès des femmes. Non, les études ont tendance à plutôt aller dans le fait que non, c'est lié à ce problème de taille, on va dire. Non, je vais poser une question qui me semble certainement même stupide dans le sens où c'est forcément ça, mais juste pour être certain, on est d'accord que le cas de figure où un enfant ne peut pas passer, la seule autre méthode qui est, c'est la césarienne. Oui, et malheureusement, tous les chiffres qu'on a dit, les décès maternels, presque 95% de ces derniers ont lieu dans des pays dits en voie de développement. Donc je sais que c'est très invisibilisé la mortalité maternelle dans nos sociétés, comme par exemple en France, puisque effectivement, s'il y a un problème de taille, on fait une césarienne. Voilà, la question ne se pose même plus. Alors que dans des pays comme par exemple, on a cité l'Afrique de l'Ouest, les femmes n'ont pas accès à des soins médicalisés. Donc en fait, s'il y a un problème comme ça, il n'y a rien pour elles, en fait. Donc ça, je pense que c'est aussi important d'en parler parce que c'est vraiment un phénomène qui est invisibilisé. Déjà, merci une fois de plus parce que j'apprends beaucoup de choses et surtout, je me rends compte... parce que voilà, on est quand même dans une société où hommes et femmes ne sont pas traités sur un pied d'égalité. Et là, on se rend compte que jusque même, en fait, au niveau médical, là-dessus, c'est omniprésent. Et oui, comme vous dites, c'est important qu'on en parle. Alors moi, la question qui me vient, puisqu'on parle du présent, on a parlé un petit peu du passé, mais si on remonte beaucoup plus loin dans le temps, à quand on remonte la mise en place de ce paradoxe ? À quel moment, en fait, la nature s'est dit, OK, ils sont en train de devenir bipèdes, parce que vous m'avez dit très bien, il y a la problématique de la taille du crâne, il y a le fait que notre espèce, un crâne qui contient un cerveau qui quand même pèse son poids. Comment ça s'est mis en place ? Alors, il y a une étude qui a été faite sur l'espèce Ardipithecus ramidus, donc pour rappel, qui est datée autour de 4,4 millions d'années. Et cette espèce aurait eu un ratio entre la masse de l'enfant et la taille du bassin similaire à ce qu'on connaît des chimpanzés. Donc, ça serait quelque chose de postérieur, entre guillemets, à cette période. Après, encore une fois, on n'est pas sûr que Ardipithecus ramidus soit un ancêtre de ce dont on descend aujourd'hui. Attention, hein, je tiens à le rappeler. N'hésitez pas à écouter nos autres podcasts si vous ne comprenez pas de quoi je vous parle. En revanche, des études ont été menées sur les australopithèques, donc, qui, semblerait-il, ont un ratio plus proche de ce que nous, on connaît chez notre espèce Homo sapiens. Donc, ce pattern débuterait avec les australopithèques. Quand tu parles d'un ratio proche, on sait à peu près à combien on est ou Alors, je sais que c'est une étude qui a été faite. Ils ont pris 25 chimpanzés, je crois, ouais. Ça, ouais. Et 45 Homo sapiens. Et ils ont fait des analyses statistiques, donc analyse
Procuste tridimensionnel. Donc ça, je pense que ça serait plus Mathilde qui serait capable de vous dire dans le détail si ça vous intéressait comment ça s'est passé. Mais en gros, ils ont pris la morphologie des cavités pelviennes des australopithèques, oui. Voilà, et ils ont fait des mesures pour regarder le ratio en fait par rapport à certains points, j'imagine, ils ont pris certains points sur le bassin. Oui, en fait, ils ont essayé d'estimer la morphologie des cavités pelviennes, puisque c'est la morphologie de la cavité pelvienne qui indique surtout comment va se passer l'accouchement. Et cette morphologie des australopithèques est plus proche de la nôtre. Donc, ils avaient probablement une mécanique obstétricale qui était proche de la nôtre, même si, comme leur bassin n'était pas encore complètement adapté à la bipédie, c'était probablement un petit peu plus facile dans le sens où le fœtus n'avait pas forcément besoin de faire un mouvement de rotation et de flexion qui est aussi intense qu'actuellement chez Homo sapiens. Mais du coup, en gros, on pense que le paradoxe obstétrical s'est mis en place vraiment pour vous donner un chiffre vers 4 millions d'années, mais à confirmer avec d'autres études. Oui, c'est parce que vous dites un truc important et peut-être pour rappeler, j'allais dire à nos auditrices et nos auditeurs les plus jeunes, mais peut-être qu'il y a même des gens plus âgés qui n'ont pas forcément cette information, mais pour que le fœtus soit bien et au cours de la grossesse, le fœtus bouge de toute façon, mais il est positionné entre guillemets dans un certain sens et au moment de l'accouchement, il faut qu'il, normalement, en tout cas sur un accouchement dit classique qui se passe par la tête, il faut qu'il bouge pour se mettre vraiment en position exactement et donc après malheureusement on a parfois des accouchements plus compliqués qui se font par le siège par exemple où là le bébé n'est pas tourné entre guillemets dans le bon sens, mais enfin le bon sens par rapport à une moyenne, et certainement parce que c'est plus simple de commencer par le plus gros et qu'après l'accouchement est beaucoup plus facile que de démarrer par le bassin. Mais oui, donc voilà, il y a une vraie rotation qui se fait, comme vous le dites, durant l'accouchement. Il n'a pas le choix, parce qu'en fait, le crâne du fœtus ne peut passer dans le canal pelvien que s'il est oblique. Donc, c'est-à-dire que s'il présente son diamètre le plus petit, parce que sinon, ça passe pas. Donc, il n'a pas d'autre choix que de se retourner pour pouvoir passer. Qui s'est déjà retrouvé la tête coincée entre des barreaux voilà. Une petite dédicace à un cousin comprend la problématique. Ça passe dans un sens, après ça passe pas forcément quand on le retourne pas dans le bon sens. Pour revenir sur notre sujet, donc on a les femmes, donc Homo sapiens qui arrivent quand même à accoucher aujourd'hui. Comment est-ce qu'on l'explique au vu de ce fameux paradoxe obstétrical? C'est ce dont on a parlé un peu tout à l'heure. Je viens de me rendre compte qu'on avait spoilé un peu la suite. Mais effectivement, c'est ces os qui ne sont pas soudés, donc qui permettent quand même au crâne de suivre le mouvement du bassin. Donc là, on parle bien sûr du crâne de l'enfant. Le crâne de l'enfant, oui. Le fait que, comme le disait Mathilde tout à l'heure, un nouveau-né humain a à peu près 24% de sa masse globale qu'il aura plus tard du cerveau, comparé pour les autres grands singes qui sont eux entre 50 et 70%. Donc ça aussi évidemment ça aide. Donc le fait qu'il soit grandement immature, c'est la principale, on va dire, adaptation pour qu'il puisse passer. Je me permets de m'arrêter sur ce que tu es en train de dire, parce qu'on dit effectivement on a spoilé tout à l'heure, mais ce que tu dis, je pense est super important, parce que là c'est vraiment, comme vous l'avez exprimé, un cumul d'informations. C'est-à-dire que d'un côté, on a des enfants qui sont, des nouveau-nés qui sont beaucoup plus adaptés déjà à la vie qu'ils vont avoir amenée, qui peuvent se mouvoir, qui peuvent attraper la maman pour pouvoir éventuellement téter si jamais ils ont besoin d'eux. Et de l'autre côté, on a des nouveau-nés qui ont un crâne beaucoup plus gros et qui sont, en termes de vie, totalement inutiles. C'est-à-dire que ils sont totalement dépendants du bon vouloir des adultes qui sont autour. Si jamais ils ne s'occupent pas de lui, il a aucune chance. Voilà, il n'a aucune chance. Là, c'est même pas, vous inquiétez pas, il y a des loups qui vont arriver, qui vont prendre soin de lui. Tarzan. Voilà, exactement. Non, mais parce que c'est quand même vachement important. Ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que non seulement il y a la difficulté de l'accouchement, mais qu'en plus, la nature a poussé jusqu'au bout du bout, parce que avant l'enfant n'est pas viable et après il passe plus. Voilà, tout est une question là de compromis, pas forcément optimal pour tout le monde, mais de compromis. Pour revenir à cette question de le nouveau-né Homo sapiens, c'est
basiquement inutile quand il ne sait rien faire. C'est vrai que du coup, Homo sapiens, parmi les primates, est la seule espèce où il y a un soin parental qui est aussi intensif. Ça n'existe pas chez d'autres espèces de primates. Et pourquoi est-ce que la parentalité est aussi intensive chez Homo sapiens? Parce que sinon, les nouveau-nés ne survivent pas, tout simplement. Parce que là, on revient à cette question on est de façon précoce. Et donc ça intéresse aussi les paléanthropologues, parce que du point de vue de l'évolution, on a dû avoir une évolution des systèmes sociaux pour prendre en charge ces nouveau-nés. Mais il y a eu également, on en reparlera peut-être après, plein d'autres implications qui, du coup, intéressent les paléanthropologues pour cette question. Alors, je suppose que c'est impossible de savoir la poule et l'œuf, mais est-ce que vous pensez qu'on a évolué de manière sociale parce que les enfants naissaient comme ça, ou c'est parce qu'on a évolué de manière sociale que les enfants, finalement... Enfin, ouais, c'est impossible. Vous pouvez évidemment pas répondre à cette question. C'est difficile parce qu'il n'y a pas que la question du paradoxe obstétrical qui rentre en compte pour les systèmes sociaux. On en reparlera pour le prochain épisode. Sur l'alimentation aussi. Les régimes alimentaires ont aussi peut-être eu un impact sur la façon dont étaient organisés les groupes. Donc, il n'y a pas que le paradoxe obstétrical qui rentre en compte dans cette question-là. Et en plus, effectivement, c'est impossible de savoir pour la préhistoire l'organisation sociale des groupes. Donc là, on ne peut pas répondre. Donc, la bonne nouvelle, ça veut dire qu'on se retrouve le mois prochain, en fait. Oui. Ça, je suis très content. Et on va parler alimentation le mois prochain, donc ça donnera faim. Préparez des snacks en même temps que vous nous écouterez. On parlait alimentation et cerveau. Alimentation et cerveau. Oui, on a fait un thème alimentation et cerveau. C'est très, très beau. Alors, tu me disais tout à l'heure, Mathilde, on est le seul primate à évoluer comme ça, mais l'accouchement en lui-même, est-ce qu'il est seulement dangereux chez Homo sapiens, parmi les primates, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui subissent aussi ce type? Alors, pas de paradoxe, ça j'ai bien compris, mais vraiment l'aspect dangereux de l'accouchement. Tout accouchement est forcément dangereux pour toute femelle, mais à ce point dangereux, il n'y a que Homo sapiens parmi les primates. D'accord, donc même chez les autres primates, en fait, il y a toujours, l'accouchement n'est jamais neutre. Il y a toujours un risque lorsque la femelle accouche que ça se passe mal pour une raison ou une autre. Par exemple, le fœtus est mal positionné ou, je sais pas, la femelle est blessée durant. Enfin, on peut pas dire non plus qu'il y a aucun risque pour les autres primates. Mais par contre, le taux de mortalité n'est clairement pas le même chez les autres primates que pour Homo sapiens. Donc, à ce point dangereux, c'est spécifique d'Homo sapiens. On a un pourcentage chez les autres primates des décès en couche ou pas? Dans la nature, c'est beaucoup plus dur à évaluer. Ouais. On n'est pas. Puis ils ont pas. Même au niveau de la comparaison, ça serait compliqué étant donné tous les soins dont on parlait dans les hôpitaux, etc. Les primates, donc, ils n'ont pas cette aide-là. On n'a pas lié la problématique grâce finalement à la médecine. Donc, ce que la nature ne nous a pas offert, on s'est débrouillé grâce entre guillemets à notre intelligence pour pouvoir gérer le truc. Oui, les primates, eux, ils ont, comme on disait en début d'émission, ils ont ce bassin en extension, en fait. Encore une fois, j'espère qu'on aura trouvé la jolie petite photo sur la vignette. Et donc, du coup, il est vraiment allongé. C'est vraiment un bassin qui est très, très allongé. Donc, d'un point de vue de taille, si c'était sur ça ta question au niveau de la dangerosité, non, il n'y a pas du tout la même implication et la même problématique d'un point de vue de taille. Maintenant, en sortant de tout ça, un accouchement, quel qu'il soit, reste toujours dangereux. Mais c'est aussi bidon que de dire, sortir dans la rue, ça reste toujours dangereux aussi. Oui, d'accord, j'entends, on peut se faire écraser pareil. Mais bon, il y a peu de chances quand même sur ton chemin, finalement, que ça se passe mal. J'entends parfaitement. Donc, en fait, c'est vraiment chez Homo sapiens que ça reste le plus compliqué. Alors, donc, au final... Donc le bassin chez Homo sapiens n'est pas adapté à l'accouchement, malgré le fait qu'on entende souvent que les femmes ont des hanches plus larges, mais c'est pas justement pour accoucher? Alors non. Alors déjà, le fait que les femmes ont des hanches plus larges, c'est un mythe. D'accord. En soi, ce n'est pas vrai, vraiment d'un point de vue paléanthropologique. Alors, on voit une infime différence dans la largeur du bassin entre les femmes et les hommes. Mais cette différence, en fait, elle est un peu artificielle parce que c'est une différence qui vient d'une différence de croissance. En fait, les femmes arrêtent leur croissance longitudinale, donc en hauteur, plutôt que les hommes. Alors que la croissance des os, dans le sens maturation, continue plus longtemps. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'en fait, comme le bassin est un petit peu moins haut, on a l'impression que c'est un petit peu plus élargi.
mais c'est artificiel, c'est un ratio en fait. Quand vous regardez vraiment les chiffres strictement, il y a très très peu de différence entre un bassin d'un homme et d'une femme. Donc tu veux dire, là, si on prend 2 squelettes sans l'enveloppe et qu'on n'a pas l'habitude de faire cette différence, tu verras pas de différence ou très peu. C'est très difficile. Alors il existe quand même des ratios que nous on mesure par exemple en paléanthropologie, et on dit si on a la majorité des ratios qui indiquent que c'est une femelle, on considère que c'est une femelle. Mais ça c'est vraiment dans le sens de la largeur. Donc ça c'est vraiment infime. Et en plus, avoir un bassin qui est un tout petit peu plus large, ça n'avantage pas pour la parturition, parce qu'en fait, ce qui faciliterait vraiment l'accouchement pour les femmes, c'est la profondeur de la cavité pelvienne. Et ça, la profondeur est la même, et même chez les femmes, elle a tendance à être moins profonde, cette cavité. Du fait il y a une différence de taille. Donc en fait, on pourrait dire, si le bassin était adapté dans le sens où les femmes ont des hanches plus larges, du coup ça nous permet d'accoucher, ça voudrait dire qu'en fait cette infime différence dans la largeur nous permet d'accoucher plus facilement. Sauf que ce n'est pas le cas. La seule chose qui nous permettrait d'accoucher plus facilement, c'est d'avoir une cavité pelvienne qui est plus profonde. Donc l'infime différence qu'on voit entre un bassin d'hommes et de femmes n'est pas pertinent du point de vue de cette sélection. D'accord, donc en fait, souvent, quand... d'accord, il y a le côté déjà, tu viens de me l'expliquer, visuel, qui fait qu'on a l'impression de... Il y a, je pense, en plus, dans notre culture, où on met quand même en avant ces différences visuelles dans nos vêtements, dans la manière, effectivement, même au niveau chirurgical, maintenant, où il y a aussi, des fois, on fait grossir les hanches, où il y a vraiment une... Donc, en fait, on joue là-dessus, mais au niveau des os, ça n'a strictement aucune valeur. Non, et même à l'époque où cette idée a commencé à apparaître, en fait, les médecins montraient des photos de femmes. En fait, à l'époque, les femmes portaient des corsets. Et du coup, en fait, ça atrophie le thorax. Oui. Et du coup, en fait, forcément, si vous avez un thorax qui est atrophié, on a l'impression que les hanches sont plus larges. Et cette idée a commencé à émerger à cette période-là. Mais cette idée persiste encore aujourd'hui, malgré tout. D'accord. Enfin, voilà. C'est encore plein de choses, plein de choses que je vais intégrer là. Alors, pourquoi est-ce que la question du paradoxe obstétrical est intéressante en paléoanthropologie ? Pour plein de choses. Déjà sur les questions de locomotion, évidemment. Comment on en est arrivé à cette bipédie, quels ont été les enjeux de cette bipédie et les conséquences de cette bipédie. On a aussi une théorie selon laquelle le fait qu'on soit bipède a permis de libérer le crâne et celui-ci a pu grossir, donc a pu avoir cette encéphalisation beaucoup plus grande. Donc, parce que je sais que c'est des questions qui reviennent souvent sur TikTok, pourquoi notre cerveau a grossi par exemple et pas celui d'autres primates. Et peut-être que c'est lié à ces questions de locomotion. Quand tu dis peut-être que c'est lié, c'est qu'on n'a pas la certitude aujourd'hui que le fait qu'on ait un cerveau plus gros soit lié à notre bipédie. On a la certitude que ça aide, voilà, mais on n'a pas la certitude que l'un soit la conséquence de l'autre. D'accord. c'est une hypothèse. C'est une des hypothèses majeures dans le champ de la paléanthropologie, ce qui du coup serait en soi assez sarcastique, puisque le fait de devenir bipède a raccourci notre bassin, mais en même temps a permis le fait que notre crâne devienne plus gros et du coup a causé on y revient. Voilà. Ce qui du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais voilà. Après, d'un point de vue de l'évolution, c'est intéressant, mais une fois qu'on était engagé pour la bipédie, il n'y a plus de retour en arrière qui était possible. Oui, et puis en engagement, on en revient justement à l'engagement de l'accouchement. Donc, oui, les systèmes sociaux dont on parlait, qui sont beaucoup plus difficiles du coup à voir en fait sur des sites archéologiques, mais il peut y avoir des indices à ce niveau-là. Puis même, on refait le lien avec le podcast qui sortira le mois prochain, l'énergie qu'il faut pour nourrir ce gros cerveau, d'où ça vient, oui. Quel impact ça a eu sur notre manière de se nourrir, de se déplacer, d'occuper des zones géographiques. En fait, cette question est une des questions centrales, en tout cas, en paléoanthropologie. Puis vas-y. Puis ça remet un petit peu aussi la place de l'évolution des femelles, dans le sens général au sein des hominines, aussi un peu au cœur, parce que c'est des questions qui sont nouvelles et en soi qui ont été très très peu adressées. Et je pense qu'on pense toutes les deux avec Alexa que c'est quand même important d'en reparler et d'arrêter d'invisibiliser déjà cette mortalité maternelle, et en plus le fait que non, le bassin de la femme n'est pas adapté pour l'accouchement. Alors, je suis vraiment très très content que tu fasses cette remarque, parce que ça va complètement dans le sens de la question que j'allais poser là. Je sors
très très légèrement de notre cadre pour aussi parler de l'aspect social, mais aujourd'hui, au moment de l'enregistrement de cette émission, on est en 2023, on voit qu'il y a une évolution tout doucement dans notre société où on essaye de s'ouvrir justement à des questions qui touchent les femmes de notre société en général, mais tu l'as dit, ça a longtemps, très longtemps été invisibilisé, au point même qu'aujourd'hui, je pense à certaines youtubeuses qui ont cette géniale idée de vouloir parler de musiciennes, de sportifs, des gens qui ont changé le monde dans lequel on est, dont on n'a jamais entendu parler parce qu'on a préféré parler par exemple de Mozart que de sa sœur ou de ce genre de choses. Et enfin, moi, c'est un truc que je trouve assez incroyable. Et en fait, là, en vous entendant, je me rends compte que ça a été fait tout du long, parce que même au sein de la préhistoire, on a mis en avant finalement certaines choses et on a fait le choix de ne pas parler de certains sujets qui apparemment n'étaient pas intéressants. Et j'en viens à ma question. Est-ce qu'aujourd'hui encore, alors là, je sors du cadre de la préhistoire pour parler même de notre société. Alors vous n'êtes pas obligé de répondre si jamais vous n'avez pas les connaissances ou si jamais ma question va trop loin, mais est-ce qu'on n'est pas encore aujourd'hui en train d'imposer même jusqu'à l'accouchement des idées qui sont très, là encore, masculines, avec une vision qui était très patriarcale, au déprofit, si vous me passez l'expression, des femmes qui subissent ces accouchements et le fait de ce non-savoir, finalement, qui représente quand même 50% de la population? Alors là, je vais donner mon avis personnel, donc c'est d'un point de vue scientifique, il n'y a rien qui étaye, mais je pense que si on est toujours dans ce cas-là, là on l'a vu pour le paradoxe obstétrical, mais quand on prend actuellement par exemple la médecine, oui, les médicaments, la façon dont on fabrique les médicaments, ça je peux en parler parce que j'ai été formée à ça, les patients sur lesquels on fait ces études sont des hommes, principalement. Sauf qu'une femme ne réagit pas de la même façon qu'un homme à un médicament. Notamment, n'a pas les mêmes effets secondaires, n'a pas besoin des mêmes doses pour des questions de taille, de poids, etc. Et la pharmaceutique est encore faite principalement pour des hommes, en fait, puisque ce sont des sujets hommes qui sont utilisés. Donc, et ça, on a encore du mal. Alors, je crois qu'il y a une loi qui est passée il n'y a pas très longtemps, mais pour que des sujets féminins soient aussi présents dans ces études que des sujets masculins, puisque effectivement il n'y a pas du tout le même impact, et du coup en fait on a des médicaments qui ne sont pas forcément adaptés aux femmes dans leur posologie, mais aussi dans la dose qu'on donne, puisque un homme de 50 kg, ce n'est pas pareil qu'une femme de 50 kg en termes de masse et du coup en termes de réaction du corps. Donc pour moi, si, c'est encore évident qu'aujourd'hui la place de la femme est encore largement sous-estimée dans les sciences, comme ça a pu l'être à l'époque, mais parce qu'à l'époque c'était une science qui était majoritairement faite par des hommes, du coup pour des hommes, et même dans des questions de paléanthropologie ou d'évolution, les questions féministes commencent seulement à apparaître aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, d'ailleurs, je peux recommander un ouvrage oui. Qui a été... Alors, c'est la thèse de Priscille Touraille qui s'appelle « Homme grand, femme petite, une évolution coûteuse ». Et dans sa thèse, elle montre que le dimorphisme sexuel de taille chez Homo sapiens est en fait le résultat d'un fait social. Et elle aborde on mettra le lien. Oui, on pourra faire ça. Livre, ouais. Et sa thèse a été remaniée pour être un livre. Il est vraiment très accessible, très facile à lire, même d'un point de vue si vous n'avez pas forcément de bagage en biologie ou quoi, c'est pas un problème, ça se lit très facilement. Et c'est un livre, c'est rare de voir un livre qui est aussi pertinent et aussi intelligemment écrit dans ce domaine-là. C'est très interdisciplinaire, ce qui est aussi très rare. Et elle traite aussi un petit peu de toute cette question. Et c'est l'un des premiers ouvrages, on pourrait dire presque féministes au sein de la science. Donc si ça vous intéresse, je vous le recommande. Je peux me permettre de rajouter à ce que tu es en train de dire un petit commentaire, parce que là, la question que j'ai posée, effectivement, bon, elle était, il y avait un angle, hein, j'ai vraiment fait ce choix, et tu l'as dit, au-delà de tes connaissances, tu as donné ton avis. Je voudrais exprimer à nos auditeurs et nos auditrices qu'au-delà de notre point de vue, il y a des choses qui sont factuelles et qu'on n'est pas en train d'essayer de vous faire penser d'une certaine façon, mais qu'il y a effectivement des choses qui existent et qu'il faudrait faire bouger. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'en posologie, un homme et une femme, même de même poids, même taille, n'ont pas les mêmes besoins, mais tous les tests qui sont faits en général, et là c'est un sujet que je connais un peu, donc je me permets d'amener ma pierre à l'édifice, c'est dans toutes les disciplines où c'est comme ça. Vous prenez par exemple les tests, les crash tests pour les voitures, les ceintures sont faites pour des hommes, la taille de la ceinture, etc. Jusqu'en, je crois que c'est 2020 de mémoire, il n'y avait même pas de test qui était fait
des grosses compagnies qui étaient faites sur des mannequins vraiment féminins là-dessus. Alors aujourd'hui, maintenant, tu as cette obligation de devoir le faire, donc tu peux régler la ceinture et encore, ça reste des choses qui sont très compliquées. Donc même sur des objets qu'on utilise au quotidien, de manière simplement factuelle, nous ne sommes pas traités de la même façon. Donc c'est cet aspect-là que je souhaitais là également mettre en lumière. Et si on peut, à notre humble niveau, peut-être faire réagir un petit peu, c'est vraiment très très chouette. Est-ce que vous avez, vous, des choses à rajouter sur ce sujet qui est incroyablement vaste ? Oui, j'espère qu'on a réussi à faire passer le message principal. Non, le bassin des femelles Homo sapiens, d'un point de vue paléanthropologique, n'est pas adapté pour l'accouchement. Bien sûr, l'évolution a réussi à trouver des moyens divers et variés pour que les bébés puissent continuer à voir le jour, sinon on ne serait pas là pour en parler. Oui. Voilà, on ne serait pas là pour en parler aujourd'hui. Mais c'est important de garder ça à l'esprit et de se dire que tout ça a des conséquences obligatoirement sur la femme qui a accouché, sur les femmes qui peuvent être invisibilisées dans certains pays, qui on pense... bien évidemment. Oui, on n'est pas tous égaux là-dessus. On n'est pas tous égaux là-dessus et il ne faut pas l'oublier. Et quand on entend dire que si les femmes sont faites pour ça, je pense que malheureusement, c'est une des choses qui fait que on se voile la face sur des problématiques importantes mondiales et qu'on n'est pas tous égaux, qu'on n'a pas tous la même chance. Donc moi, c'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Mathilde, Alexia, une fois de plus, un énorme merci pour vos lumières, pour expliquer un petit peu aussi comment on travaille. Les sujets sont préparés en avance, évidemment, mais vous les travaillez toutes les deux et moi j'arrive avec ce résultat et je peux y apporter mes quelques questions. Et une fois de plus, en fait, même si je sais de quoi on va parler, c'est fou le nombre de choses que vous m'avez encore appris aujourd'hui et vraiment, je vous en remercie. Et j'en profite pour remercier également nos auditeurs et auditrices parce qu'on commence à avoir quelques retours vraiment agréables. On voit passer vos messages et on essaye de répondre à tout le monde, mais ça devient tout doucement assez compliqué parce que vous êtes nombreux à interagir et tant mieux. N'hésitez pas, si vous aimez notre travail, à le partager sur les réseaux sociaux, à nous mettre de jolies étoiles et jolis commentaires et voilà, on essaye dans la majorité des cas évidemment de répondre. Si jamais votre message est tombé malheureusement parmi les nombreux messages qui sont eus, n'en prenez pas ombrage parce que vraiment on essaye de tout lire et on essaye de répondre à tout le monde. On est un petit peu partout maintenant. Vous parliez tout à l'heure, Alexia, Mathilde, de notre chaîne TikTok, mais donc il y a des vidéos très très régulièrement, très courtes qui essaient de prendre un sujet et de décortiquer les choses. On est évidemment sur YouTube, ça maintenant vous le savez, mais je rajouterai qu'il y a également des écrits qui sortent très régulièrement sur le site de Prehistory Travel, donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Et puis je le dis là, mais si jamais on a envie de vous voir en live, vous faites aussi plein de choses qui vont là-dessus. Vous allez dans les écoles, etc. Donc si jamais vous avez envie de pouvoir voir Alexia, Mathilde en live, profiter de leurs connaissances, et là aussi, tout est sur prehistorytravel.com. Je vous fais à toutes et tous un énorme bisou en respectant les gestes barrières, donc tout ça et le consentement, c'est important. Et puis nous, on se dit donc dès le mois prochain pour manger, c'est ça ? Ouais, ça, oui. Le cerveau et le manger. Merci à vous deux. À bientôt. À bientôt. Creations. Prehistorytravel.com